Union économique et monétaire ouest-africaine. L'UEMOA, 8 pays, un destin commun, un espace économique harmonisé, ouvert et concurrentiel. L'UEMOA, votre guide au cœur de l'Afrique, des grands événements et des grandes mutations sur Africable. Nouvelle édition sur Africa Télévision. Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue. Tout d'abord, les titres de ce journal. Cérémonie d'hommage aux victimes du double attentat à Arlit et Agadez. Le président Mahamadou Issoufou, qui a pris part, a affirmé que le Tchad voisin était aussi visé par cette opération suicide et qu'il reste menacé. La Banque africaine de développement a débuté ce matin à Marrakech au Maroc les travaux de sa 48e assemblée annuelle. Thème de cette rencontre, la transformation structurelle de l'Afrique. Homologation des prix de certaines denrées de première nécessité au Sénégal, le riz, l'huile et le sucre en première ligne. Une décision qui n'est pas partagée par tous les commerçants. Vous aurez les détails dans ce journal. Funérailles nationales au Niger, le pays rend hommage aux victimes du double attentat de jeudi à Arlit et Agadez. En présence du président Mahamadou Issoufou, ce dernier confirme que les assaillants sont venus du sud libyen et il affirme que le Tchad serait menacé. Voilà, je vous propose de l'écouter. Le foyer qui déstabilise aujourd'hui le Sahel se trouve en Libye. Je l'ai confirmé parce que les assaillants sont venus du sud libyen et cette attaque contre le Niger a été préparée en parallèle avec une autre attaque qui visait le Tchad. Pour l'instant, cette attaque ne s'est pas produite, mais elle était aussi en cours de préparation en même temps que celle qui a eu lieu contre le Niger. Le dernier jour du sommet de l'Union africaine, Mali, RDC, Niger, les sujets brûlants ne manquent pas. Autre question sensible, la Cour pénale internationale. Les chefs d'État demandent que les procès prévus du président kenyan Uhuru Kenyatta et de son vice-président soient confiés à la justice kenyane. Le sujet fait la quasi-unanimité au sein des dirigeants africains. Ils demandent que les accusations contre le président kényan et son vice-président soient abandonnées par la Cour pénale internationale et confiées à la justice kenyane. 34 pays africains ont signé le traité de Rome instaurant la création de la CPI. Pourtant, aujourd'hui, c'est la méfiance qui domine parmi les responsables politiques. C'est un outil qui est manipulé par les pouvoirs occidentaux. Et donc pour nous, le Rwanda, on rejette cette manière de traiter l'Afrique et les Africains. On pense que le Kenya aujourd'hui est capable de régler cette question liée à la violence post-électorale. Le discours du président soudanais Omar el-Béchir n'est pas différent. Lui aussi est poursuivi par la CPI, entre autres pour génocide au Darfour. L'Union africaine avait également demandé en 2011 l'abandon des poursuites le concernant. En Afrique, il y a cette conviction que la Cour pénale internationale est le nouveau visage de la colonisation pour terroriser les leaders africains. On observe d'ailleurs que tous ceux qui sont poursuivis par la CPI sont des Africains et précisément ceux qui rejettent et refusent la politique occidentale. 18 personnes sont actuellement inculpées par la CPI, tous des Africains. L'idée d'une cour pénale africaine fait désormais son chemin, qui viendrait en parallèle de la Cour de la Haye. Cette dernière est d'ailleurs accusée de manquer de preuves dans le dossier Kenyatta. Le président kényan et son bras droit, William Ruto, sont accusés d'avoir organisé des violences post-électorales en 2007, des affrontements communautaires qui avaient fait plus de 1000 morts. Je l'annonçais en titre, la Banque africaine de développement a débuté ce matin à Marrakech au Maroc les travaux de sa 48e assemblée annuelle. Thème de cette rencontre, la transformation structurelle de l'Afrique. Un vaste chantier que nous explique Oussouf Diagoula. L'Afrique connaît une croissance soutenue depuis plus d'une décennie. Il importe donc de convertir cette croissance en une transformation réelle, c'est-à-dire une croissance forte, partagée et écologiquement durable.
Pour la BAD, le défi pour accélérer davantage les progrès sont un manque criant en infrastructures, transport, énergie, eau, télécommunications, à la base de toute croissance, le manque d'intégration économique régionale entre les marchés nationaux qui restent encore fragmentés et enfin les quelques poches de fragilité qui persistent encore à travers le continent. 3 facteurs qui préoccupent les économistes du développement. Mais on le sait, la BAD n'a pas toujours toutes les ressources dont elle a besoin. En premier lieu, un soutien total de ses membres non africains et bien entendu des pays membres africains pour une nouvelle initiative qualifiée par la banque elle-même de solution visionnaire. Il s'agit de la nouvelle émission d'infrastructures du Jubilé combinant investissements publics et privés, nationaux et internationaux et qui présentera des projets prêts pour des financements bancaires. À noter enfin que l'Assemblée générale de Marrakech doit décider aussi du retour de la banque à son siège statutaire à Abidjan, en Côte d'Ivoire. À Dakar, au Sénégal, les prix du riz, de l'huile, de sucre se sont vus homologués par le gouvernement. Une décision pas adoptée par tous les commerçants. Certains disent d'être dans l'incapacité de baisser les prix tels que voulus par les gouvernants. Voici le compte-rendu de Louise Tina Sagnan. Suite à l'homologation des prix de certaines denrées telles que le riz brisé, l'huile de fût et le sucre le 22 mai dernier, le ministère du Commerce est décidé à faire appliquer les prix revus à la baisse. Ainsi, aucun débordement ne sera toléré. À Dakar, le dispositif est déjà prêt, il est déjà opérationnel. Il y aura des brigades mobiles et il y aura des visites des marchés de Dakar tous les jours. Nous considérons que quand une décision est prise au nom de la nation et pour la nation sénégalaise, tout le monde doit la respecter. Et donc, le ministère du Commerce a comme objectif tolérance zéro. Au marché Grand Yoff de Dakar, l'application de l'homologation de certaines denrées n'est pas unanime. Si certains commerçants se plient à la volonté des gouvernants et vont jusqu'à afficher les nouveaux prix devant leurs boutiques, d'autres en font autrement et pointent du doigt les grossistes. Je crois bien 260 francs. Pour le riz, ils ont dit qu'on doit le vendre à 260 francs, alors que nous, on le vend à 300 francs, le sucre 575. Alors que ça nous revient à ce prix pour s'en sortir, on est dans l'obligation de le vendre à 600 francs. Quant à l'huile, il nous est impossible de le vendre à 900 francs parce que vendre à ce prix, il faut obligatoirement acheter le fût et moi, j'ai pas encore les gros moyens, donc je m'en limite au bidon de 20 litres. La solution, c'est d'aller voir les grossistes qui ne font pas la part des choses entre clients et revendeurs détaillants. Pour l'État du Sénégal, refuser d'acheter à un prix illicite est un comportement citoyen. Pour toute réclamation, un numéro vert est mis à la disposition des consommateurs. Les rideaux viennent de tomber à Ouagadougou au Burkina Faso sur l'édition 2013 du Salon des mines et des carrières SEMICA. Nos reporters qui ont approché les organisateurs se sont également intéressés au métier des restaurateurs des mines. Au SEMICA, vous trouverez des entreprises qui interviennent dans l'équipement, la construction ou l'aménagement d'une mine, mais vous trouverez aussi ces acteurs qui ne sont pas directement impliqués dans la mine, mais qui ont néanmoins une grande importance dans sa vie. Ils offrent des services complémentaires comme la restauration ou la sécurité. On ne touche pas à leurs machines, on s'occupe d'eux. C'est comme faire un hôtel au milieu d'un site minier. Et c'est là toute l'originalité de notre travail, c'est qu'on ne connaît absolument rien à leur fonctionnement. Tout ce qu'on fait, c'est de s'occuper d'eux, être sûr qu'ils soient confortables, qu'ils mangent bien, qu'ils dorment bien aux heures dont ils ont besoin. On sait quels sont leurs problèmes. Au dernier jour du salon, l'on se réjouit d'avoir fait de bonnes affaires dans une ambiance marquée par la traditionnelle courtoisie burkinabé et africaine. Ça a été plutôt calme dans les premiers jours. En milieu de semaine, mais là ça commence à avoir du monde qui arrive pour le samedi. Bon, c'est toujours un peu pareil, mais c'était agréable, on a pu voir beaucoup de monde qui était ici, des représentants, le ministre est passé même, monsieur le ministre est passé pour dire bonjour, ça nous a fait vraiment plaisir. Pour le comité d'organisation, le pari de la deuxième édition est gagné. Le défi de la troisième reste à relever. Le rendez-vous est donné du 29 au 31 mai 2014 pour la troisième édition du SEMICA. Nous allons essayer de faire mieux que cette année.
Le bilan est aussi positif au niveau des activités récréatives organisées à l'endroit des participants qui ont profité du séjour burkinabé pour découvrir quelques offres touristiques. Voyons à présent ce qui fait le reste de l'actualité en bref et en images, rassemblées et commentées par Aminata Mariko. Au Togo, Loïc Le Floch-Prigent déclarait ce dimanche que l'affaire pour laquelle il a passé 5 mois en prison au Togo est une vaste manipulation et qu'il n'est en rien mêlé à cette histoire. Pour rappel, il est accusé de complicité d'escroquerie par Abbas Al-Youssef, homme d'affaires émirati, qui lui reproche de l'avoir incité à croire à une escroquerie dans laquelle l'homme dit avoir perdu des dizaines de millions de dollars. Loïc Le Floch-Prigent affirme avoir tenté de dissuader son ex-associé de se lancer dans cette affaire. Ce n'est pas l'avis de l'avocat d'Abbas Al-Youssef, maître Martial Akakpo, qui s'agace des déclarations de Loïc Le Floch-Prigent. Algérie, une manifestation à proximité des bureaux du Premier ministre a été brutalement réprimée par les forces de l'ordre dimanche matin. Les manifestants voulaient protester contre le dispositif de pré-emploi, une sorte d'emploi jeune dans l'administration publique. Dans le pays, les questions d'emploi continuent de susciter la colère de la population. Pourtant, il leur est encore compliqué de se faire entendre des autorités. En Libye, Mohamed Al-Megarieff, le président du Congrès national libyen, assemblée constituante du pays, présentera sa démission ce mardi devant les membres du Congrès. La Libye vient de voter une loi d'exclusion politique des responsables de l'ancien régime, des proches de Kadhafi. L'adoption de cette loi par le Parlement exclut de faire le président de l'Assemblée de son poste. En Égypte, plus de 2 ans après un soulèvement populaire alimenté par la corruption de l'ancien régime, le gouvernement islamiste à court d'argent tend la main aux hommes d'affaires désireux de monnayer leur absolution. Ces déclarations interviennent après la levée des restrictions imposées aux milliardaires de la famille Sawiris accusés de fraude fiscale suite à un accord avec le fisc portant sur le paiement des milliards de dollars sur 5 ans, dont 357 millions immédiatement. Direction maintenant Athènes, la seule capitale en Europe qui ne dispose pas d'une grande mosquée officielle, entre guillemets. Les quelques 300 000 musulmans de la capitale sont obligés de prier dans des lieux de culte improvisés. Pour y remédier, les autorités ont décidé de financer la construction d'un lieu de culte. Un projet, vous allez le voir, qui n'est pas du goût de tout le monde, en particulier des militants d'extrême droite. Ces militants du Front National ne font pas dans la mesure, d'ailleurs encouragés par des dignitaires de l'Église orthodoxe. À coups de slogans haineux assimilant peu ou prou tous les musulmans à des criminels, ils font campagne contre la construction de la première mosquée d'Athènes, financée par le gouvernement. Les néo-nazis du parti Aube Dorée, représentés au Parlement, ont aussi trouvé là matière à gagner encore plus d'audience. C'est inacceptable de dépenser autant d'argent pour la construction d'une mosquée, alors que des enfants s'évanouissent en classe parce qu'ils ne mangent pas à leur faim à cause de la dureté de la crise. Même si les 300 000 musulmans d'Athènes sont condamnés pour l'instant à pratiquer leur religion dans une centaine de lieux improvisés, même si la construction de la mosquée doit se faire dans une zone industrielle désaffectée et sans minaret pour ne pas provoquer, la campagne de l'extrême droite trouve un terreau favorable au sein d'une population subissant une cure d'austérité sans précédent. D'abord, j'ai peur parce que beaucoup de choses se sont déjà passées ici dans le quartier avec les musulmans. Et puis, pourquoi veulent-ils construire cette mosquée ici et pas dans les quartiers riches d'Athènes, chez ceux qui pensent qu'on est raciste et qu'eux-mêmes sont parfaits? Nous sommes déjà touchés par cet afflux d'étrangers, alors imaginez ce qui va arriver si des milliers de musulmans supplémentaires viennent ici. Nous avons déjà peur de sortir de la maison après 5 heures de l'après-midi. Pensez à cela. Ils peuvent construire la mosquée, mais nous la démolirons. Un point, c'est tout. Et dans ce contexte marqué par la multiplication non seulement des paroles, mais des agressions racistes, le gouvernement hésite à renforcer l'arsenal juridique. Au Mali, les accidents de la circulation sont plus en plus monnaie courante à Bamako pour cause l'incivisme des usagers, particulièrement ceux des engins à 2 roues. Sur la question, je vous propose d'écouter l'inspecteur Emmanuel Dambélé. Il est au micro de Souri Kondo et Georges Koulibaly. Bon, des déclarations des deux parties
il ressort que le conducteur de la moto Jakarta de couleur rouge circulait sur la voie principale de l'avenue. Donc à ce niveau, il a essayé d'emprunter la piste cyclable. Donc cela a coïncidé avec le passage de l'autre motocycliste et puis l'a percuté et projeté jusqu'au niveau du ravin. L'arrêté municipal qui interdit la circulation des motocyclistes sur la voie principale de l'avenue. On évite les citoyens à se conformer aux dispositions légales prises par l'État. Le fait quand même de respecter amplement cet arrêté municipal-là pour éviter des cas d'accident de ce genre, des cas d'accident graves voire mortels. Qui quand même est au courant de l'actualité au niveau de Bamako ici, c'est quand même que les motocyclistes sont réprimés en longueur de journée pour le fait de n'avoir pas emprunté la piste cyclable. Et du sport, avant de refermer ce journal à l'issue des matchs des quarts de finale de la 43e édition hommes et 34e dames de la Coupe du Mali de basketball. Le stade malien de Bamako, champion en titre, s'est qualifié pour les demi-finales en écrasant la FPSS de Gao 100 contre 44. L'AS Real, l'US FAS et l'AS Police complètent le tableau des demi-finales en série. Voici le reportage de Aminata Mariko et Malik Mbaye. Pour cette phase des quarts de finale, les favoris de la compétition ont fait honneur à leur statut de grand. En série homme, le stade malien de Bamako, détenteur du trophée, n'a pas fait de détails face à l'association pour la formation et la promotion du sport au Sahel de Gao 100 à 44. Habitué de cette compétition, l'AS Real a fait l'essentiel devant la Jeanne d'Arc, novice de la Coupe du Mali 63-57. L'Union sportive des forces armées ISFA s'est difficilement imposée face au Djoliba à 56-42. La bataille AS Police face au Kanou a terminé à la faveur des policiers. Les demi-finales s'annoncent rudes. On va prendre, ça dit que les demi-finales avec le maximum de secondes. Il n'y a pas d'adversaire à craindre, donc, parce que si on s'était dit que depuis au début on s'est fixé un objectif, donc pour pouvoir atteindre des objectifs là, ça dit que ça passe par des équipes, donc, quelle que soit l'équipe qu'on a rencontrée. C'est vrai, certes, on respecte les adversaires, mais on a des objectifs. Il faut qu'on essaye d'atteindre cet objectif. À l'instar des messieurs, les policières ont fait une promenade de santé face à l'AFPSS de Gao 105-33 avant la rencontre ISFAS Union sportive de Miankala 98-52. Les dames du stade malien de Bamako, détenteurs de la coupe, ont étrié les communards par 63 points contre 52. Le Djoliba AC a quant à elle pris son ticket sur l'AS Jeanne d'Arc 82-36. Le début, c'est un problème de tirage. Maintenant, nous allons laver nos mains, prier le bon Dieu pour tomber sur un adversaire qu'on peut battre. En matière de Coupe du Mali, moi personnellement, je n'ai jamais évité une équipe. Toutes les équipes qui viennent ont la même valeur. Nous, on a fait une projection sur 2 ans pour travailler pour les clubs champions. Parce que c'est une équipe de jeunes, c'est l'objectif qu'on s'était donné au Djoliba. Le rendez-vous est donc pris dans 2 semaines pour cette avant-dernière phase de la Coupe du Mali. Voilà qui met fin à cette édition. Merci de l'avoir suivi. À très bientôt sur notre chaîne. Au revoir. L'UEMOA, l'Union économique et monétaire ouest-africaine. L'UEMOA, 8 pays, un destin commun, un espace économique harmonisé, ouvert et concurrentiel. L'UEMOA, votre guide au cœur de l'Afrique, des grands événements et des grandes mutations sur